Bah écoute, welcome back David, welcome back à Station F et en France. Je vais vous présenter David brièvement, même si c'est une carrière déjà très très riche, sous le signe du soleil, car tu es né à Cannes, donc sur la Côte d'Azur, et tu es parti travailler alors d'abord chez Orange, ensuite chez Microsoft, Reuters, Skype. Oui. En Californie. Et en fait, j'ai établi Skype en Californie parce qu'en fait, Skype, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est une société européenne, parce qu'elle a été fondée en Suède, mais il fallait établir quelque chose en Californie, donc j'étais responsable de faire ça. D'accord. Et fort de ton expérience dans la tech et après Skype, avec ton équipe, vous êtes parti, donc ton équipe qui t'a suivi quand même, a fait remarquable dans les différentes entreprises. Vous êtes parti fonder donc Symfony qui, écoute, je te laisse la présenter, mais tu nous l'as présentée comme étant une first class startup on steroid. Je te laisse. Oui, en effet, j'ai eu vraiment la chance d'avoir mon équipe qui m'a suivi à travers 3, maintenant 4 sociétés, environ une trentaine de personnes. D'abord, c'était first class parce que le fait d'avoir une équipe qui est déjà établie, avec qui on sait travailler et ils connaissent tous mes défauts, c'est déjà un avantage incroyable. C'était un startup first class parce qu'on a eu l'opportunité de trouver la mine d'or dès le premier essai. Donc on n'a pas eu besoin de pivoter, on n'a pas eu besoin de chercher autre chose. Symfony est né dans le besoin des marchés financiers pour pouvoir communiquer d'une manière très sécurisée et de respecter les règles de déontologie dans les pays dans lesquels ils opèrent. Donc nous fournissons une solution de messagerie qui est bien au-delà de ce qu'on a en termes d'outils de consommateurs comme WhatsApp ou Telegram au niveau de la sécurité. Et ça nous permet de nous distinguer très facilement vis-à-vis des autres solutions. Donc, du coup, la montée en puissance de Symfony en termes d'adoption en 3 ans et demi était fulgurante. Et il fallait assurer derrière. Et on a eu la chance de tomber dès le premier coup sur la bonne mine. D'accord. Et nous, on a de la chance parce que tu nous as réservé pour aujourd'hui et pour vous le scoop d'une levée de fonds de 63 millions de dollars. Donc, si tu peux nous détailler où vous en êtes dans votre processus de développement et notamment quelle vont être l'utilisation de ces prochains fonds. Alors, en effet, donc on vient d'annoncer aujourd'hui notre 4e levée de fonds. Donc, au total, maintenant, on a soulevé plus de 300 millions de dollars. Le premier levée de fonds que j'ai fait, c'était 800 000 dollars. C'était le premier levée de fonds dans lequel il n'y avait aucun investisseur et personne ne voulait absolument investir dans la boîte. Et donc, ils ont évidemment tous rayonné. Et ce dernier investissement qu'on vient de faire, donc de 67 millions de dollars, j'avais plus de 30 investisseurs qui voulaient investir. Et donc, il a fallu faire des choix stratégiques pour répondre en fait aux besoins de la société. Donc, notre objectif, c'est quoi? On estime que dans les secteurs réglementés, où la sécurité de l'information est très importante, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur de santé, il n'y a pas vraiment un outil d'entreprise adéquat qui permet aux individus de communiquer entre eux et encore moins pour ces individus de communiquer avec leurs propres clients. Donc, nous voulons être la société qui établit cette norme et qui devient le standard dans tous ces secteurs-là. Nous avons commencé dans le marché financier qui est un marché qui est très difficile, où, je veux dire, le saut qu'on doit faire pour rentrer dedans, c'est pas un saut, c'est un saut à la perche, mais il faut sauter 10 mètres, pas 6 mètres. Il faut avoir beaucoup d'élan. C'est quoi l'élan? C'est beaucoup d'argent. Parce que, en fait, l'entrée dans le marché demande un investissement énorme en capital. Ça fait donc 3 ans et demi que la société existe. Et j'estime qu'on a encore un feuille de route de produits d'au moins 10 ans devant nous. Il y a tellement de demandes d'investissement de la part de nos clients. Ce levée de fonds s'inscrit dans ce contexte-là. On va pouvoir accélérer
ce qu'on fait. On va entrer, je pense qu'on va parler de la France dans quelques minutes. On va faire quelque chose de ce côté-là, donc ça, je réserve ça après. Mais nos clients, en fait, viennent vers nous, ils disent est-ce que vous pouvez investir là? Est-ce que vous pouvez acheter cette société-là? Est-ce que vous pouvez nous faire cela, ceci? Donc, on est dans ce cercle virtueux qui ne s'arrête pas et qui ne fait que s'accélérer. C'est un moment formidable dans la vie d'un start-up. Si vous avez étudié les livres comme Crossing the Chasm, ce sont les livres de start-up que je vous conseille de lire si vous n'avez jamais lu de Jeffrey Moore. On est en train d'entrer ce qu'on appelle le tornado, la tempête, dans laquelle, en fait, le marché a validé votre produit et c'est le marché lui-même qui veut que vous vendiez. Et donc, nous, on dépense $0 en acquisition de clients. Aujourd'hui, tous nos clients viennent parce que ils veulent notre produit, alors que j'ai une équipe marketing, c'est une personne, et moi. Très bien. Donc, effectivement, le thème, c'est effectivement l'investissement, la levée de fonds, et en particulier, tu as choisi de revenir en France pour investir massivement dans un centre R&D, et en particulier, encore une fois, sous le soleil de la Côte d'Azur, cette fois-ci. Oui, alors ça c'était un choix qui était très difficile. D'abord, le fait que je sois français, il a fallu que je m'enlève du processus de sélection. Donc, en fait, le conseil d'administration a dit, évidemment, David, tu es biaisé, tu es français, donc tu vas choisir la France. J'ai dit, OK, je sors de ce côté-là. On a recruté un cabinet de conseil, et donc on a regardé 19 pays. La France, en fait, n'a pas gagné d'abord. C'était Singapour qui avait gagné. Donc on s'est lancé sur Singapour. J'ai déménagé à Singapour. Et puis au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas trouver du monde à Singapour. Et il fallait importer, en fait. Il fallait importer les ingénieurs. Donc du coup, en fait, l'avantage économique, le coût d'arbitrage ne marchait pas. Donc si je dois importer les ingénieurs des autres pays à Singapour, le coût n'est pas là. Alors, France était deuxième, mais c'était au moment des élections. Donc on était très très sensible à la politique économique de la France. J'avais eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie un jour à Palo Alto, et je lui ai fait part des raisons pour lesquelles je ne voulais pas venir en France. Et il a dit, David, on va travailler dessus, fais-nous confiance, travaille avec Muriel Pénicaud, et puis on va faire quelque chose ensemble. Eh bien, on s'est remis sur le dossier. Et on a choisi donc la France et on a décidé d'investir massivement en France. Tant qu'en fait, à la fin 2019, donc on espère, la majorité de notre équipe de développement sera en France. Alors qu'aujourd'hui, j'ai environ 250 personnes, donc entre Palo Alto et Sao Paulo. Et tout ça, ça va massivement basculer en France. Et d'ailleurs, BPI France, donc, qui est donc, l'institution d'investissement du gouvernement français, a participé dans ce dernier levée de fonds pour nous accompagner pour notre investissement en France. Et donc j'en suis très fier parce que je vois que la France peut gagner et que la France est en train de gagner. Et on veut être l'exemple de ce succès, de cet espoir. Et je pense que la station F est un autre symbole de la France qui gagne. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour tous les entrepreneurs qui sont dans la salle pour être first class on steroid entrepreneur? Ne rêvez pas petit. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est if you dream small, you achieve small. If you dream big, you achieve big. Merci beaucoup, David. Merci.